Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et l'homme du Figaro, ce matin encore, c'est le camarade Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Bernard. Arthur, vous revenez ce matin sur la sortie du nouveau livre de Nicolas Sarkozy qui s'intitule Le temps des tempêtes. Alors précisons que c'est un ouvrage écrit pendant le confinement et qui sera demain en librairie. Exactement. Et le secret de cet événement avait été extrêmement bien gardé par l'ancien chef de l'État. Seule son épouse, Carla Bruni, et deux de ses plus proches conseillers étaient dans la confidence, ainsi que mes confrères du Figaro, Marion Mourgue, Charles Jégu et Karl Meus. Ensemble, ils se sont entretenus avec Nicolas Sarkozy, ils ont recueilli les bonnes feuilles de son livre et leur récit est à retrouver dans les pages du quotidien ce matin, mais aussi dans celles du magazine ce week-end. On y apprend que le temps des tempêtes revient sur les nombreuses crises traversées par Nicolas Sarkozy durant le début de son quinquennat, du crash financier de 2008 au conflit entre la Géorgie et la Russie. L'ancien président livre en quelque sorte ses leçons du pouvoir, même s'il n'apprécierait évidemment pas cette formule inspirée du livre de François Hollande. Et surtout, il ne manque pas, en filigrane, de livrer quelques conseils sur la manière dont il faut aborder ces fameuses tempête lorsque l'on est à l'Élysée. Suivez son regard, il se dirige tout droit vers Emmanuel Macron, son jeune successeur qui a eu à affronter un mouvement social d'une ampleur inédite, celui des Gilets jaunes, puis une crise sanitaire mondiale encore jamais vue, celle du coronavirus durant lequel Nicolas Sarkozy a été confiné comme tous les Français, ce qui lui a laissé le temps d'écrire, vous le disiez Bernard, mais aussi de réfléchir, d'observer la situation politique du pays et celle de son camp, la droite, les Républicains, et de s'en faire sa petite idée. Attendez, si je vous comprends bien, il y a un sous-entendu là-dessus. Vous laissez imaginer que M. Sarkozy a des velléités de retour? Ah, ça, il n'y a que lui qui a la réponse. Et d'ailleurs, il la livre dans Le Figaro. Il assure que non, il n'est pas en campagne, que cette vie-là, elle est derrière lui, qu'elle ne lui manque pas, mais que son lien avec la France et les Français, lui, il ne sera jamais rompu et que c'est à eux qu'il s'adresse aujourd'hui sans arrière-pensée électorale. Voilà pour le discours officiel et peut-être sincère d'ailleurs. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on peut ne pas s'interdire de relever que Nicolas Sarkozy, il fait toujours autorité à droite. Que malgré sa cuisante défaite dès le premier tour de la primaire en 2016, personne n'a jamais réussi à prendre sa succession, que la présidentielle est dans 2 ans, mais qu'il n'y a toujours pas de ligne claire chez les Républicains et donc pas de candidat évident, ni même de mode de désignation arrêté. Bref, depuis qu'il a quitté la vie politique, Nicolas Sarkozy reste le seul vrai patron de la droite, et ça, il le sait. Il en joue d'ailleurs un petit peu parfois, comme le prouve la sortie de ce livre au cœur de l'été, parce que en reprenant la plume, Nicolas Sarkozy sort de son rôle de vieux sage qui n'intervient que dans l'ombre, et d'une certaine manière, il redescend un petit peu dans l'arène, il renoue avec le terrain, il retourne au contact des Français, demain à Ajaccio, mardi à Arcachon, mercredi à Deauville, que des villes de droite. Ce sera chaque fois l'occasion d'échanger avec des citoyens. Je veux être lu par les Françaises et les Français, dit Nicolas Sarkozy. Or, vous aurez remarqué qu'entre lu et élu, il n'y a qu'une lettre, un « et ». Mais cette « et » aura-t-il envie de la franchir? C'est toute la question. C'est toute la question posée ce matin par Arthur Berda et seul M. Sarkozy a la réponse. Merci beaucoup Arthur. À demain pour un autre édito politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Il est exactement 8h14 et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille David Cormand, député écologiste européen, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Monsieur Cormand, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, avec les Verts, vous allez débattre du financement, justement, du plan de relance européen. Moi, tout ce que j'ai lu, et puis j'ai entendu Monsieur Macron, il a dit c'est pas le contribuable français qui va payer. On va créer des taxes sur les GAFA, des taxes sur les flux financiers, des taxes sur les plastiques non recyclables, etc. Ça fait des années que l'Europe essaye de mettre en place ces taxes, mais il faut l'unanimité. Or, elle est introuvable. Les Néerlandais, les Irlandais, ils veulent pas tout ça, les GAFA, ils veulent pas les taxer. On n'y arrivera pas. Si. Écoutez, c'est comme la vie politique, c'est d'essayer de plier le réel pour aller dans la bonne direction. Donc il ne faut pas partir perdant. D'abord, sur le plan de relance, vous savez, il y a beaucoup de choses à en dire. D'abord, le plan de relance, le fameux plan de relance dont on parle, où il y a une discussion compliquée, pour qu'on ait à la fin 390 milliards de subventions pour faire face à la crise. C'est une discussion où il n'y a pas eu le Parlement européen. Non. Il n'y avait que le Conseil, c'est-à-dire les bons vieux États-nations, qui ont discuté entre eux, formal, pour se mettre d'accord sur un plus petit dénominateur commun. Comment va être financé ce plan de relance? Il va être financé
par le budget de l'Union européenne. Oui. Qui finance le budget de l'Union européenne? Les États, à 75%. Et là, c'est une anomalie démocratique. C'est-à-dire que l'Europe et le Parlement européen n'est pas maître de son budget parce qu'il n'est pas maître de ses recettes. Et au Parlement européen, où je siège dans la commission budget, je mène le combat justement pour aller chercher les taxes dont vous parlez. Pourquoi ces taxes-là? Taxes sur les transactions financières, taxes carbone aux frontières et taxes GAFAM. Parce que les États, des serpents de mer. Parce que les États ne savent pas lever ces impôts. Et c'est pour ça que c'est des serpents de mer. Si vous faites la taxe sur les transactions financières qu'au niveau de la France, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, elles vont dans le pays d'à côté. Oui. Si vous le faites au niveau de l'Union européenne, là c'est beaucoup plus compliqué d'aller à côté. Oui. Si vous faites une taxe carbone aux frontières de la France, ça marche pas. Non. Si vous le faites aux frontières de la première économie du monde qui est l'Union européenne, là c'est plus compliqué. Il faut que tout le monde soit d'accord pour les mettre en place. Et c'est là que le combat, il a lieu. Aujourd'hui, vous avez des paradis fiscaux. Vous citez l'Irlande, qui est un paradis fiscal. Là, ceux qui ont bloqué, c'est les Pays-Bas. Alors eux, c'est le combo. Non seulement c'est un paradis fiscal, songez que les Pays-Bas, à cause de sa politique fiscale, ils piquent 10 milliards d'euros de recettes fiscales aux autres pays européens. Nous, la France, tous les ans, c'est 2,7 milliards qu'on perd en recettes sur les entreprises, en impôts sur les entreprises, parce qu'elles préfèrent se faire fiscaliser. Aux Pays-Bas. Exactement. Et les mêmes, y compris les Françaises. Et les mêmes, bien sûr. Et les mêmes Pays-Bas disent, en plus, on ne va pas être solidaire avec les autres pays. Donc toute la bagarre au niveau de l'Union européenne, et c'est le débat qu'on va avoir cet après-midi, le vote qu'on va faire cet après-midi au Parlement européen, parce qu'à la fin, c'est le Parlement qui dit oui ou non au budget pluriannuel et au plan de relance, c'est dire, nous, on veut bien valider ce plan de relance et le budget à une condition. On veut ces nouvelles ressources. Sinon, on bloque tout. Et vous pensez, avec les équilibres actuels du Parlement, que ça va passer? Mais bien sûr, le Parlement européen, droite, gauche de la gauche, vert, centriste, socialiste, ils ont voté à 70% ce que je viens de vous dire. Bon. On veut un vrai budget pluriannuel, on veut des ressources propres, on veut un contrôle démocratique sur le budget, c'est pas seulement les États qui se mettent d'accord, on veut une vraie Europe démocratique où le peuple souverain européen, qui a élu des députés, décide des politiques qui sont menées. C'est ça le combat. Le combat actuel, c'est la démocratie européenne avec le Parlement contre l'Europe des nations où les États se mettent d'accord entre eux sur le plus petit dénominateur commun. David Cormand, vous avez jeté un œil ce matin à la une des Échos, elle a dû vous faire plaisir forcément. Pour la première fois dans les 6 premiers mois de 2020, la première fois en Europe, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, etc. a produit plus d'électricité que les énergies fossiles. Ça y est, la bascule, elle y est là. En tout cas, on y va. C'est une révolution. C'est une révolution. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'énergie, on a bouffé du fossile. Majoritairement, alors du bois, au début, évidemment, mais du carbone. Oui, bien sûr. Et du fossile. Depuis la révolution industrielle, cette révolution industrielle qui a déterminé le modèle économique de consommation dans lequel nous sommes, qui s'appuie sur, on crame du fossile, charbon d'abord, puis pétrole, puis uranium, qui à sa façon n'est pas carbone, mais à sa façon est fossile. Et là, c'est la première fois en Europe, le berceau de la révolution industrielle. Là, d'où tout est parti, où nous avons prescrit ce modèle à l'ensemble de la planète, c'est la première fois que c'est majoritairement le renouvelable. Et donc oui, c'est une révolution. Cela dit, dans ce tableau général qui est sans doute plaisant, il y a des bons et des mauvais élèves. Il y a la Pologne, par exemple, qui continue à brûler du charbon à tout va. L'Allemagne qui est très ambivalente, puisqu'elle renonce au nucléaire, mais elle inaugure il y a 3 mois une grande centrale à charbon. Oui, alors attention l'Allemagne, parce que l'Allemagne, depuis qu'elle a fait le choix stratégique de sortir du nucléaire, elle a baissé sa consommation charbon. Regardez en Espagne, on n'en entend pas parler parce qu'il n'y a pas eu de mouvements sociaux. Non. Il y a un accord entre le gouvernement et l'industrie du charbon pour fermer toutes les centrales charbon. Il y en a plus en Espagne qu'en France. C'est plus de 1000 emplois avec un accord pour sortir de ça. En Allemagne, pareil, c'est un plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont été développés pour que d'ici 2045, 40, 50, on arrête complètement le charbon en Allemagne. Alors que le charbon, l'Allemagne, on part d'une situation où 45%, 50% de leur production électrique venait de la lignite, du charbon, et le charbon traditionnel. Donc là, ils sont en train d'aller dans la bonne direction. Après, vous avez raison. Il y a des pays qui, économiquement, ont plus de retard, c'est plus compliqué. La Pologne, par exemple, où pour eux, la transition est plus lente à mettre en œuvre. Mais, vous savez, changer d'un modèle énergétique à un autre, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut accepter de le faire rapidement parce qu'il y a urgence, mais aussi avec méthode. David Cormand, les Verts que vous représentez ce matin à ce micro ont toujours dit que, en termes de déplacement de masse des citoyens, le train était irremplaçable. La SNCF a de monstrueuses difficultés financières, 5 milliards de manque à gagner. Elle va être aidée par l'État, qui veut relancer
le train, sur les petites lignes, sur les trains de nuit, etc. Ça aussi, c'est un serpent de mer, pardonnez-moi, c'est comme taxer les GAFA. À l'époque de Monsieur Pépi, il y a 10 ans, ils voulaient faire la même chose et ils ont tout démantelé. Oui, sauf que là, Vous y croyez à ça? On se désole des conséquences dont on a chéri les causes. Oui. Pourquoi il n'y a plus de petites lignes? Parce qu'il y a eu des politiques, et pas seulement de la part de Monsieur Macron, bien plus anciennes. Pour faire Lyon-Bordeaux actuellement, il faut passer par Paris ou Toulouse, alors qu'il y a une ligne qui existe par le Massif central. C'est terrible. Elle est fermée. Vous avez des cartes qui existent, qui montrent le nombre de lignes qu'il y avait il y a encore 40 ou 50 ans, combien il y en a aujourd'hui. C'est un désert ferroviaire. C'est un désert ferroviaire. Et vous oubliez de parler du fret. Le transport de fret, de marchandises par le train a complètement été délaissé. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu des stratégies ambiguës. Quel est le premier transporteur, la première entreprise de transporteurs routiers en France? C'est Géodis. Qui est actionnaire Filiale de Géodis? De la SNCF. Et donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir un acteur historique comme la SNCF et ne pas l'aider à la hauteur qu'il faudrait pour avoir une vraie stratégie déterminée de transfert du fret de marchandises sur le train. Ça demande de coordonner ça avec les ports, par exemple. Il n'y a que les Suisses qui le font. Oui, alors c'est un pays qui est différent, faut faire attention, mais eux le font, effectivement. Il n'y a pas de ferroutage. Non, mais en France, on pourrait le faire et on ne le fait pas. Sur le transport de voyageurs, c'est pareil, mais pourquoi? Dernier exemple en date, c'est Monsieur Macron, quand il était ministre, qui a lancé, rappelez-vous, les cars Macron. Oui. C'était quoi les cars Macron? C'était d'organiser la concurrence sur les lignes de train qui existaient. Il y avait déjà des lignes de bus pour 2 gares qui n'étaient pas desservies, entre elles, directement. Il a organisé la concurrence par la route, c'est-à-dire par les bus, entre des gares qui étaient directement desservies, en liaison directe par des trains. Et après, on s'étonne que la SNCF, ça marche pas. Les trains de nuit, on les a laissés se désagréger. En Allemagne, il y a des compagnies qui ont repris les trains de nuit, on fait des trucs de qualité, où c'est confortable, on n'a pas la trouille, on est bien installé. C'est l'objectif de M. Djebari, il l'a dit à ce micro il y a 3 jours. Mais vous savez, quand nos rapports au voyage, nos rapports aux vacances, nos rapports aux déplacements, je pense qu'ils vont changer dans les années et dans les décennies qui viennent. Et cette espèce d'injonction à l'urgence, l'injonction à la rapidité, il faut être performant, il faut aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Mais tous les grands auteurs savent que l'essentiel d'un voyage, c'est le voyage en lui-même. C'est comment on traverse l'Europe, comment on traverse un continent au rythme des gares. Et si on met 3 jours, 4 jours pour faire le déplacement, est-ce que c'est très grave? Est-ce que ça abîme la qualité du voyage? Moi, je crois pas. Donc il faut par contre donner les moyens pour qu'on puisse le faire. David Cormand, parlons un peu politique, il nous reste deux petites minutes. Je note que plusieurs maires femmes écologistes qui ont été élus là au municipal ont baissé leur indemnité. C'est formidable, à Besançon, Poitiers, Strasbourg, pour mieux payer les conseillers municipaux. Ça, c'est un très bon point. Je note aussi que la victoire d'un écologiste à la municipale ne veut pas dire victoire à l'agglo. Voire Grenoble, voire Marseille, par exemple. Alors, comment expliquez-vous ça? Alors, à Marseille, ça s'explique par le fait que l'environnement politique de Marseille, même si Marseille a basculé, est à droite. Il y a Aix-en-Provence. Oui. Donc là, c'est la Mais dans le mouvement, ça aurait pu. Oui, mais c'est la démocratie. C'est-à-dire que si vous avez des maires, des villes autour qui sont d'une autre couleur politique, voilà. Le vrai problème, c'est pourquoi on n'élit pas au scrutin direct les exécutifs des agglos et des métropoles. C'est quand même incroyable. On a transféré, c'est un peu comme l'Europe. On a transféré tout un tas de compétences à l'échelle intercommunale, mais il n'y a plus de contrôle démocratique direct des citoyens sur les politiques qui sont menées. Parce que c'est normal. Regardez à Lyon, c'est la seule métropole de France où il y a un scrutin direct pour la métropole. Exact. D'ailleurs, ça avait été voulu par Monsieur Collomb. Et c'est nous qui avons gagné. C'est parce que et ça a gagné dans la ville-centre. Autour, les gens, ils ont voulu aussi ce même changement. Et donc là, c'est cohérent. Par contre, là où il y a un 3e tour, qui est l'occasion, parfois, d'un certain nombre de magouilles, ou d'arrangements, disons, pour pas dire magouilles, là, c'est plus compliqué. C'est ce qui s'est passé, notamment à Grenoble. Dans d'autres agglomérations, notamment celles que vous citiez, Strasbourg et Poitiers, là, il y a eu un travail pour dire que la ville-centre ne souhaitait pas la présidence de la métropole. Pour que, justement, il y ait un équilibre entre le centre qui est plutôt plus riche et les périphéries qui sont plutôt moins aidées d'habitude. Une toute dernière question en 30 secondes, David Cormand. Est-ce que le duel Macron-Le Pen en 2022 est inéluctable ou est-ce que un candidat vert peut bouleverser la donne? Et si oui, qui? Ce qui peut bouleverser la donne, ça sera pas qui. Ce qui peut bouleverser la donne, c'est pour faire quoi? On est à un moment de bascule politique où les vieux schémas, à mon avis, vont continuer de s'effondrer. Donc moi, je plaide pour une offre politique nouvelle par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Et la question centrale, pour nous, ça sera la question écologique. Le sujet autour duquel va s'organiser les conflictualités, donc le débat démocratique, c'est la question écologique, c'est-à-dire comment habiter la Terre. Et donc, c'est autour de cet imaginaire qu'on pourra peut-être offrir une alternance, une alternative en 2022. Mais la question du qui, je sais que dans la 5e République française,
c'est pas la mode. Enfin, c'est pas. Mais je pense que la question du qui est en fait n'a pas tellement d'intérêt. Merci beaucoup, David Cormand, député européen, écologiste. Donc vous allez aller à Strasbourg. Hein, je file au train. Là. Vous filez au train. Ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts sur Radio Classique. Bon Parlement et puis bonnes vacances. Merci, Monsieur Cormand. Il est 8h25 exactement. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Classique, direction New York dans 2 minutes. New York transformée en ville fantôme. C'est la ville de Laurent Saïm, totalement abattue ce matin.